Si je vous dis que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau, si je vous dis aussi que à la naissance, nous naissons avec un nombre de neurones qui vont se développer jusqu'à l'âge de 25 ans et qu'à partir de 25 ans, ils vont commencer à se détruire. Si je vous dis que on est soit hémisphère gauche, soit hémisphère droit. Et enfin, si je vous dis qu'on peut apprendre une langue en l'écoutant la nuit, en dormant, si vous pensez que toutes ces affirmations sont vraies, eh bien détrompez-vous, ce sont toutes des croyances archi-fausses qui font partie de ce qu'on appelle les neuromythes. Et c'est ce que nous allons étudier dans cette vidéo. Depuis la nuit des temps, en fait, l'homme il a été bercé par des mythes. On a longtemps cru que la Terre était plate, que l'homme avait vécu au temps des dinosaures. On s'est construit comme ça des tas de mythes. Et à l'heure actuelle, on a une émergence d'une nouvelle science qui s'appelle les neurosciences, c'est l'étude du fonctionnement du cerveau, et qui nous permettent de déconstruire toutes ces croyances que nous avons. C'est ce qu'on appelle les neuromythes. Un neuromythe, c'est une croyance erronée à propos du fonctionnement de notre cerveau. Et les neurosciences ont permis vraiment un boom des connaissances dues notamment à l'apparition de l'imagerie médicale, à de nouveaux examens d'exploration du cerveau, notamment donc l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique. Alors c'est une machine composée d'un tube à l'intérieur duquel on glisse un lit d'examen où le patient se place, et à l'intérieur de ce tube, on a des antennes adaptées à la région à explorer. Cet examen utilise un champ électromagnétique, un aimant et des ondes radio. Il n'utilise pas du tout de rayons ionisants. Et notamment pour l'étude du cerveau, on va utiliser l'IRM fonctionnel. C'est vraiment un examen qui va permettre d'étudier le cerveau en pleine action. L'IRM, c'est vraiment un examen très pointu, très poussé, qui nous permet d'avoir des résultats très très fiables et très précis. Le scanner, lui, il a été mis au point dans les années 70, dans les années 1970. On l'appelle aussi tomodensitométrie. Et lui, il utilise des rayons X. Et pareil, cet examen est composé d'un grand tube. Donc la différence, c'est que l'IRM utilise des ondes électromagnétiques alors que le scanner utilise des rayons X, tout comme la radiographie. Et grâce à ces examens, on comprend mieux ce qui se passe dans notre cerveau et beaucoup de mythes sont tombés. Le premier neuromythe dont j'aimerais vous parler, c'est cette fameuse croyance que à notre naissance, on naît avec un certain nombre de neurones qui vont s'accroître jusqu'à 25 ans et qu'après l'âge de 25 ans, eh bien, ils vont être détruits. Alors ça, grâce à l'IRM, on a vu que c'était totalement faux et que toute notre vie, on va continuer à produire des neurones, notamment grâce à la neurogénèse. La neurogénèse, c'est la production de neurones et on a ciblé une zone qui continue à créer des neurones dans le cerveau, c'est la zone de l'hippocampe et plus exactement une région dans l'hippocampe qu'on appelle le gyrus denté, qui permet de fabriquer tout au long de notre vie des neurones. Donc cet organe, ce cerveau que l'on pensait figé, en fait, il est totalement malléable et il est en permanente évolution. Donc on continue à fabriquer des neurones tout au long de notre vie. Deuxième neuromythe, on utilise 10% de notre cerveau. On pense que cette croyance vient de William James, qui était un psychologue américain, et dans son livre The Energies of Men, qui est paru en 1908, il a écrit que nous n'utilisons qu'une petite partie de nos potentielles ressources mentales et physiques. Et ça a été repris notamment par Sigmund Freud, ou alors même par Einstein. Alors on lui prête cette phrase, Einstein aurait dit qu'il n'utilisait que 10% de son cerveau. Et on voit que ce mythe, en fait, il a grossi puisque Luc Besson en a fait même un film qui s'appelle Lucie, où on voit en fait l'héroïne qui utilise
tout son potentiel, c'est-à-dire les 100% de son cerveau. Alors on voit que notamment c'est complètement catastrophique, mais en tout cas, voilà, on a cette croyance qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Or, on s'est rendu compte que non, bien au contraire, on utilise vraiment 100% de notre cerveau. On a longtemps cru qu'une partie de notre cerveau qui s'appelle le lobe frontal, c'est le lobe qui est derrière notre front, qui constitue quand même à peu près un tiers de l'ensemble de notre cerveau, on pensait qu'on ne l'utilisait pas. Et il y a eu une histoire qui est assez caractéristique. En 1848, un contremaître des chemins de fer, Phineas Gage, s'est fait transpercer le lobe frontal par une baramine. Je crois qu'elle faisait 3 cm. Donc ça a provoqué des dommages très graves au niveau du lobe frontal gauche. Mais malgré la gravité apparente de la blessure, il a survécu, il n'a pas eu de séquelles physiques. Par contre, on s'est rendu compte qu'il avait des séquelles comportementales. C'est-à-dire il a changé de comportement. Alors qu'avant, c'était quelqu'un de très respectable, depuis son accident, il insultait tout le monde, il avait des troubles du comportement. Et c'est le docteur Harlow qui, le premier, a établi un lien entre son trouble du comportement et la perforation du lobe frontal gauche. Donc en fait, cet accident a permis de se rendre compte que ce lobe frontal était responsable d'une partie de notre personnalité, d'une partie de nos comportements. Et pour finir l'histoire, le pauvre Phineas Gage sera licencié des chemins de fer et il finira sa vie à errer aux États-Unis en se présentant comme une bête de foire avec sa baramine et en expliquant son histoire à qui voulait bien l'entendre en échange d'un peu d'argent. Donc pour en revenir à cette croyance des 10% d'utilisation de notre cerveau, donc on s'est rendu compte grâce aux neurosciences que non, en fait on utilise vraiment 100% de notre cerveau et que l'ensemble des zones cérébrales est en constante interaction. Il n'y a pas juste une zone qui va travailler et toutes les autres qui sont éteintes. Alors bien sûr, ça dépend des activités qu'on va faire, des activités qui vont stimuler une zone plus qu'une autre, mais on voit que ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune interaction. Le cerveau, c'est vraiment comme une carte routière, comme un GPS avec plein de routes qui se rejoignent et il n'y a pas une zone qui va être délaissée au profit d'une autre. Le cerveau est interconnecté. Voilà, quoi qu'il en soit, l'ensemble des études sur le cerveau n'ont jamais trouvé une portion du cerveau qui n'était pas utilisée. Mais par contre, c'est vrai qu'il existe des zones pour lesquelles on n'a pas encore réussi à déterminer spécifiquement leur fonction. Un autre neuromythe, c'est qu'il existe des gens cerveau gauche, entre guillemets, et des gens cerveau droit. Ce neuromythe a été instauré au XIXe siècle. En gros, le cerveau gauche, c'est le cerveau de la raison, et le cerveau droit, c'est le cerveau des émotions. Et donc, on est soit l'un, soit l'autre. Cette croyance part du principe que les personnes qui utilisent davantage leur hémisphère gauche auraient des capacités plutôt analytiques, logiques, rationnelles, par exemple pour traiter les nombres, pour le langage, pour les formules mathématiques, alors que les personnes qui utilisent davantage leur hémisphère droit auraient des capacités plutôt artistiques, créatives, émotionnelles. Et on s'est rendu compte que pas du tout. En fait, il n'y a pas de détermination comme ça, c'est soit gauche, soit droit. Encore une fois, la réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Et c'est loin d'être aussi simple. Et les techniques d'imagerie cérébrale montrent que l'ensemble des tâches cognitives est effectué de façon bilatérale et qu'en fait, les deux hémisphères travaillent ensemble. Ils sont vraiment interconnectés et ils travaillent très rarement de façon isolée. Alors certes, il y a quelques fonctions qui sont uniquement dans certains hémisphères, comme par exemple le langage, qui est dans l'hémisphère gauche, avec la zone de Broca et la zone de Wernicke. Mais même dans ce cas, on observe cependant une activation, alors certes beaucoup moins importante, mais une activation de certaines zones qui sont localisées dans l'hémisphère droit. Cette croyance a été décrite notamment en 1844 dans un livre qui s'appelle Une nouvelle vision de la folie
La dualité de l'esprit de Arthur Ladbrokes-Wigman, qui nous dit que on a deux hémisphères cérébraux qui sont vraiment indépendants. Ils ne travaillent pas du tout ensemble. Et il ira même jusqu'à dire que parfois, ces hémisphères travaillent l'un contre l'autre. Et cette notion, elle a été reprise notamment dans l'affaire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde en 1886, avec justement cette double personnalité qu'on peut retrouver. Donc voilà, c'est vraiment un neuromythe, c'est-à-dire on n'est pas soit hémisphère gauche, soit hémisphère droit, on est vraiment un ensemble et on fait travailler nos deux hémisphères de façon interdépendante. Allez, un dernier neuromythe pour finir, qui concerne l'efficacité des styles d'apprentissage. Vous avez entendu, je suppose, que quand on apprend, on est soit visuel, soit auditif, soit kinesthésique. Donc ce mythe part du principe que nous développons tous des préférences d'apprentissage et que le fait de nous enseigner quelque chose en fonction de notre canal préféré améliorerait ou renforcerait nos apprentissages. Si par exemple je me considère comme visuel, je pense que j'apprendrai mieux quelque chose en le voyant. Si mon canal d'apprentissage c'est l'audition, je pense que je retiendrai mieux en l'entendant. Et si je suis kinesthésique, je retiendrai mieux en le faisant. Alors tout ça, ce sont des neuromythes. En fait, ce qui est vrai, c'est que nous pouvons avoir effectivement des préférences d'apprentissage. Mais par contre, ce qui est plus remis en question, c'est le fait que nos préférences ne renforcent pas d'emblée la qualité de nos apprentissages. En somme, ce n'est pas parce que je crois être visuelle, auditive ou kinesthésique que c'est effectivement ce canal-là qui est le meilleur pour moi. Les études scientifiques ont montré que je pouvais très bien retenir quelque chose si je l'entends, alors que je me considère comme kinesthésique. En fait, ce n'est pas la mobilisation d'un seul canal qui permet de retenir, mais bien de plusieurs canaux qui consolident nos apprentissages. Et enfin, si vraiment il fallait retenir un seul canal d'apprentissage, ce serait vraiment la vision. D'après ce que nous disent les études scientifiques, ce serait la vision qu'il faudrait privilégier car elle l'emporte sur tous les autres sens. Et dans la grande majorité des cas, on aura toujours un meilleur souvenir et un meilleur rappel des images quand nous les voyons. C'est pas juste la mobilisation d'un seul canal qui va nous permettre l'apprentissage, c'est vraiment la mobilisation de tous les canaux, que ce soit visuel, auditif ou kinesthésique. Et c'est le fait d'utiliser plusieurs canaux qui va faire qu'on va consolider nos apprentissages. Pour conclure, quel est le risque à garder tous ces neuromythes? Le risque, c'est de mettre chacun de nous dans des cases. C'est-à-dire dire, lui, il est kinesthésique, elle est auditive, etc. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça. On risque de faire des raccourcis ou des simplifications excessives. Et ce qui est important aussi, c'est de toujours garder son esprit critique et aussi être ouvert au changement. Et faire attention vraiment aux croyances toutes faites que nous gardons un peu pour acquis sans les remettre en question. Les neurosciences sont vraiment en plein essor et peut-être que ce que je vous dis aujourd'hui ne sera plus valable dans 5 ou 10 ans parce qu'on aura fait d'autres études, on aura découvert d'autres choses. Et c'est ça qui est beau, c'est que la vie n'est pas figée et qu'on a longtemps cru que notre organe, le cerveau, était un organe figé, qu'on perdait des neurones, que s'il y avait un traumatisme, eh bien on était condamné. Alors que non, on se rend compte que malgré les traumatismes, alors bien sûr ça dépend desquels, mais il y a toujours un espoir, il y a toujours cette possibilité de reconstruire, de recréer de nouveaux circuits neuronaux. Le cerveau est vraiment un organe qui est fascinant et qui nous apprend, qui nous donne une formidable leçon aussi de vie, parce qu'en fait, en stimulant des parties du cerveau, avec la neurochirurgie, avec ces nouveaux examens qui étudient le cerveau, on voit que la résilience est possible. Et Boris Cyrulnik d'ailleurs en parle. Il dit que
Justement, rien n'est figé, rien n'est condamné. Notre vie est un perpétuel mouvement, et grâce à notre merveilleux cerveau, nous avons la capacité de nous adapter et de changer. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver toutes les formations et tous les stages que j'anime sur mon site harmoniedelettres.com. À très bientôt.